Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez quand même pu profiter de vos vacances en dépit des circonstances. Alors nous allons reprendre ce que nous avions commencé avant ces vacances et si je fais un petit résumé, nous avions vu comment des microbes pathogènes présents dans le milieu extérieur étaient capables de provoquer une maladie chez nous, c'est-à-dire une infection. Nous avions d'abord une première étape de transmission des microbes quand ils parviennent jusqu'à nous, une contamination quand ils arrivent, quand ils parviennent à traverser nos barrières naturelles, et enfin une étape d'infection lorsqu'ils se mettent à se multiplier dans notre milieu intérieur. Nous avions commencé dans cette leçon à voir cependant que nous étions capables de nous défendre contre cette intrusion de microbes pathogènes. Par exemple, lors de l'utilisation de produits de désinfectants ou de techniques d'asepsie qui empêchent la transmission des microbes, ou alors par l'utilisation de produits antiseptiques qui vont éviter la contamination des microbes. Et nous en étions arrivés au stade où nous devions trouver comment nous pouvions également lutter contre l'infection, c'est-à-dire comment empêcher la multiplication des microbes une fois qu'ils sont quand même parvenus à entrer dans notre organisme. Cette première étape d'explication, vous deviez la réaliser avec l'activité numéro 25. Dans l'activité numéro 25, nous partions d'une situation concrète. On imagine un élève fait une sortie en vélo, il chute lors de sa sortie et se blesse au genou. Donc on imagine qu'il y a une entaille, par exemple, qui est produite au niveau de la peau de son genou. Cette entaille permet donc le passage de microbes pathogènes au travers de cette barrière naturelle. Les microbes pathogènes sont les éléments ici verdâtres que vous voyez sur la vidéo. Ces microbes pathogènes, ils sont donc à l'intérieur de l'organisme, ils peuvent donc naturellement provoquer une infection, c'est-à-dire se multiplier. Ça, c'est ce qu'on a pu voir dans ce que devenaient les microbes pathogènes une fois qu'ils avaient réussi à contaminer l'organisme. Si on reprend la situation de l'élève, il n'a rien sous la main lors de la sortie à vélo, c'est-à-dire qu'en fait, il ne peut pas nettoyer sa plaie, il n'a pas de produit antiseptique. Donc, on peut être sûr qu'il y avait bien des microbes pathogènes au niveau de sa plaie. Sa plaie, au départ, est rouge et douloureuse, puis il ne s'en préoccupe pas plus, et quelques jours plus tard, il voit apparaître une croûte, et la croûte finit par tomber, et on se rend compte que la plaie a cicatrisé, elle a guéri. C'est souvent d'ailleurs ce que vous pouvez constater quand vous avez des blessures. Ce qui veut donc dire que les microbes pathogènes qui avaient pu probablement entrer à l'intérieur de l'organisme ont donc été éliminés. Il faut donc comprendre ce qui s'est passé dans cette blessure localisée, comment l'organisme a fait pour éviter l'infection à ce niveau-là. Vous aviez donc à observer la vidéo pour pouvoir comprendre ce phénomène. La vidéo résume ce que l'on appelle une réaction inflammatoire. Lorsque nous avons une blessure localisée au niveau de la peau, se produit une réaction inflammatoire. Cette réaction inflammatoire va se caractériser par une chaleur, par un gonflement. Je vous demandais, en observant la vidéo, de me donner deux autres manifestations visibles. Je prends la réponse d'une élève. Les deux autres manifestations visibles sont la douleur ainsi que la rougeur. Pourquoi la réaction inflammatoire va se caractériser par ces quatre manifestations? Parce que les capillaires présents au niveau de la peau vont avoir du liquide, le liquide du sang, qu'on appelle le plasma, qui va sortir des capillaires. Les capillaires se dilatent, permettent la sortie du plasma, et cette sortie du plasma, ce liquide du sang, va provoquer le gonflement de la zone blessée. Mais en plus du gonflement de la zone blessée, comme il y a une pression importante par ce liquide supplémentaire, cela vient souvent irriter les nerfs qui sont présents au niveau de la peau, ce qui provoque la douleur. Comme les capillaires sont dilatés, il y a donc un afflux de sang, c'est pour ça que ça apparaît plus chaud, une sensation de chaleur, et effectivement beaucoup plus rouge au niveau de la plaie. Donc, cela avait également une conséquence sur la question suivante, où je vous demandais, lors de la réaction inflammatoire, ce qui va sortir des capillaires. On vient de donner la réponse.
pour une partie, effectivement, il y a le plasma, le liquide du sang qui va sortir. Mais, en même temps que ce liquide du sang qu'on appelle le plasma qui va sortir, il y a également des globules blancs, les globules blancs qui sont représentés ici, qui vont être capables de traverser la paroi des capillaires et de sortir. L'erreur principale que j'ai vue sur l'ensemble de vos activités, ça a été sur les termes utilisés pour ces fameux globules blancs. Alors, il est vrai que on va donner différents noms possibles à ces globules blancs. L'ensemble des globules blancs présents dans le sang sont encore appelés, au niveau scientifique, leucocytes. Globules blancs, c'est exactement la même chose que leucocytes. Deux façons de les appeler de façon différente. Parmi tous les leucocytes, ou parmi tous les globules blancs, donc, on distingue une catégorie de globules blancs qu'on appelle des phagocytes. Vous verrez l'an prochain qu'il y a d'autres globules blancs qui existent en dehors des phagocytes. Je ne vous embête pas pour l'instant avec ça. Donc, attention, les globules blancs, ici, ce sont des leucocytes, d'accord? Et ce n'est pas n'importe quel type de leucocytes, ce sont des phagocytes. Donc, voilà ce qui se passe lors de la réaction inflammatoire. Donc, pour avoir une réponse complète de ce qui sort des capillaires lors de la réaction inflammatoire, il fallait cocher les globules blancs et les leucocytes, puisqu'en fait, c'est deux façons différentes de les appeler, mais c'est la même chose, ainsi que le liquide présent dans le sang. Il fallait donc ensuite expliquer le rôle de ces phagocytes. Pourquoi des globules blancs présents dans le sang sortent des capillaires en direction des microbes pathogènes? Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire ces phagocytes? Vous aviez donc cette vidéo à observer pour pouvoir trouver l'explication. Et on résume ce phénomène avec ces 4 croquis. Nous voyons ici les microbes pathogènes en A. Nous voyons ici un phagocyte en B. Nous voyons ensuite au niveau d'un phagocyte, qui est ni plus ni moins qu'une cellule avec un noyau, à l'intérieur de son cytoplasme, nous avons des petites vésicules qui contiennent des enzymes digestifs. Si maintenant on récapitule ce qui se passe avec ces phagocytes, les phagocytes reconnaissent des microbes pathogènes. Une fois qu'ils ont reconnu des microbes pathogènes, ils vont être capables de les envelopper, ces microbes pathogènes. Une fois qu'ils les auront enveloppés à l'intérieur de leur cytoplasme, ils vont être capables de les digérer grâce à leurs enzymes digestifs. La digestion des microbes pathogènes va former plein de déchets qui seront ensuite éliminés. Donc, autrement dit, les phagocytes sont capables de digérer des microbes pathogènes et donc de les éliminer. C'est l'ensemble du phénomène qu'on va appeler la phagocytose. Donc, si je résume, nous avons une réaction inflammatoire qui se produit au niveau d'une plaie avec la sortie du plasma et la sortie de phagocytes des capillaires. Ensuite, les phagocytes vont agir par phagocytose pour éliminer les microbes pathogènes. Dans la leçon, je vous ai mis 2 croquis, un qui résume cette réaction inflammatoire avec le vocabulaire utilisé. Je vous ai remis également en lien la vidéo donnée sur le site de la cuisinière et je vous ai mis également ici le résumé de la phagocytose avec également la petite vidéo que vous aviez sur le site de la cuisinière. Donc le bilan de l'activité numéro 25. Donc au niveau de la blessure au genou par exemple de cet élève, c'est la réaction inflammatoire qui a permis effectivement d'éliminer l'infection au niveau de cette plaie par l'intervention des phagocytes. Les phagocytes qui sont capables de sortir des vaisseaux sanguins en direction de la plaie pour éliminer les microbes pathogènes. J'ai mis voir croquis puisqu'effectivement ce croquis résume effectivement cette réaction de phagocytose et donc d'élimination des microbes pathogènes. Lorsque tous les microbes sont digérés, on peut dire que la plaie a cicatrisé. Alors, dans la plupart du temps, effectivement, l'action des phagocytes va être suffisante pour permettre la cicatrisation d'une plaie. Mais il existe des cas où, effectivement, la multiplication des microbes pathogènes va être telle que les phagocytes, on pourrait dire, sont débordés.
et ne pourront pas éliminer cette infection. Nous arrivons donc ici à la conclusion définition de comment on peut lutter contre une infection par une réaction inflammatoire. Donc la réaction inflammatoire permet à certains globules blancs, entre parenthèses je mets le nom scientifique, les phagocytes, présents dans le sang, de sortir des vaisseaux sanguins au niveau d'une zone infectée. Autrement dit, d'une zone où nous avons une multiplication de microbes. Les phagocytes peuvent alors reconnaître, envelopper, puis digérer les microbes pathogènes, c'est la phagocytose. Voilà pour la conclusion définition de comment on peut lutter localement contre une infection par cette réaction inflammatoire.